Bonjour à tous, bienvenue à cette première classe de maître de la saison. Bonjour à la maison, au bureau, en studio. Simon, Louis, merci d'être avec nous aujourd'hui. Mon nom est Audrey Bonin, je suis directrice développement des affaires innovation chez Investissement Québec et aujourd'hui, je suis accompagnée de deux fleurons entrepreneuriaux, Jen V avec Simon Thérault, directeur général, et Louis Lafleur, président des Boisés Lafleur. Je vous rassure, on parle de productivité et de croissance aujourd'hui, croissance d'entreprise et non pas croissance maraîchère ou horticole. On est très heureux aujourd'hui d'avoir notre partenaire PQM pour diffuser le webinaire. Et nous allons profiter de la prochaine heure pour présenter le parcours de ces deux entreprises qui ont su croître avec vigueur dans les dernières années, mais non sans défi. On va pouvoir explorer ça dans les prochaines minutes. L'événement se déroulera en 3 parties. Donc, dans un premier temps, chacune des entreprises va pouvoir présenter son entreprise pour qu'on ait une meilleure compréhension de leurs enjeux opérationnels, de qui ils sont, que font-ils. Ensuite, j'aurai le plaisir d'animer une période d'échange avec nos deux protagonistes ici, où on va pouvoir creuser un petit peu les projets de productivité qu'ils ont su mettre à l'œuvre pour pouvoir augmenter leur croissance. Et soyez attentifs parce que la dernière portion de l'événement vous appartient, cher public. Vous allez avoir l'occasion de poser vos questions à nos entrepreneurs. Dans la plateforme de visionnement, vous allez trouver un espace clavardage où vous allez pouvoir poser vos questions directement pour Simon et Louis. Je me ferai votre porte-parole et je retransmettrai les questions qui seront posées. Soyez conscients toutefois que l'espace clavardage est vraiment réservé pour les questions aux entrepreneurs. Si toutefois vous avez des questions pour vos propres projets, comment Investissement Québec peut supporter votre croissance, la plateforme vous offre un lien où vous allez retrouver le formulaire d'aide pour Investissement Québec et un membre de nos équipes se fera un plaisir de vous revenir. Vous recevrez un courriel suite à cet événement où vous allez avoir un sondage. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de bien vouloir le remplir avec vos commentaires. Ça nous permet de rehausser toujours notre contenu et de rester pertinent pour vous. L'événement d'aujourd'hui est enregistré. Donc, quelques heures après l'événement, vous aurez l'opportunité de revisionner cet événement-là avec famille, amis, vos parties de Noël, en utilisant le même lien que vous avez utilisé pour vous connecter ce matin. Donc, sans plus tarder, j'inviterai Louis à nous parler de son entreprise, Les Boisés Lafleur. Bonjour. Boisés Lafleur, moi, je fais une relève familiale. Boisés Lafleur a été commencé il y a 40 ans. Mais si j'inclus mon père qui avait commencé d'autres compagnies, dont Plaquage Rustique, Victo-Vénir, c'était 19 ans plus tôt. Donc, l'année prochaine, on va fêter nos 60 ans dans le domaine du plaquage. Une petite entreprise, Boisés Lafleur, aujourd'hui, à peu près une trentaine d'employés, 33, 34 employés. Marché principalement vers les États-Unis, 75 de notre chiffre d'affaires ou plus est vers les États-Unis. Même notre plus gros client canadien appartient à des Américains. Ensuite, on achète nos plaquages un peu partout à travers le monde, mais majoritairement États-Unis et Europe. Maintenant, qu'est-ce que c'est que le plaquage? Le plaquage, ce n'est pas un produit vraiment connu, c'est un B2B. Là, nous, on est vraiment là, dans une chaîne de production. Tout comme Simon, je dirais au moins qu'on a un produit qui est vert. Moi, je n'aime pas tellement dire qu'on exploite une forêt. Moi, je préfère dire que les gens récoltent la forêt parce que c'est un produit qui est renouvelable. Il y a plus de forêts en bois debout aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. L'industrie, est-ce que l'industrie a toujours été bonne? Non. Mais aujourd'hui, l'industrie est vraiment très, très bien là-dedans. On fait vraiment attention à notre ressource. C'est un produit noble et c'est un produit durable. Ce que c'est exactement le plaquage, c'est une fine couche de bois qui est mise par-dessus un l'âne d'un panneau pour faire, exemple, des armoires de cuisine, meubles, portes architecturales, n'importe quel type de produits architecturaux. Ce sont surtout, là, ce n'est pas du plaquage de construction. Là, les gens connaissent souvent le bon veneer, qui n'est absolument pas ce que nous, on produit, parce que le veneer, dans le fond, c'est un multipli de plaquage qui sert dans le panneau structurel. Nous, c'est vraiment le panneau décoratif. Donc, toutes sortes d'essences, comme je vous dis, qui viennent de partout à travers le monde.
On travaille principalement quand même avec peut-être 7 ou 8 essences, là, noyer, chêne blanc, cerisier, lône américain, des choses comme ça. Donc, au niveau, maintenant, si on parle vraiment d'innovation, d'investissement, tout le kit, je dirais que les plus grands défis, ça a été, même pour moi, mon père était vraiment quelqu'un qui avait une belle vision, qui était innovateur, qui aimait aller plus loin. Il a été dans les premiers à avoir les machines les plus sophistiquées dans le temps pour nous. Malgré tout, je me suis, moi, laissé embarquer dans les paradigmes. Le domaine du bois, c'est pas sexy, il n'y a pas grand-chose à faire, on a toujours fait ça de même. Ça m'a pris quand même quelques années de me sortir de cette façon de penser-là pour arriver aujourd'hui à regarder tout ce qui est possible de faire et surtout arrêter de, quand on pense à innovation, arrêter de penser à seulement ce qui s'applique à notre secteur d'activité. Parfois, en allant voir ailleurs, en regardant à gauche, en regardant à droite, ça nous donne des idées qui peuvent être vraiment intéressantes pour amener l'industrie un petit peu plus loin. La clé du succès, c'est vraiment enlever ses ornières. Je dirais aussi avoir une vision claire, nette et précise d'où on s'en va. Comprendre la différence entre gaspiller, investir et puis dépenser. Il y a vraiment une différence majeure. Puis parfois, certains vont penser que c'est du gaspillage, mais si on prend le temps de savoir où on s'en va, qu'est-ce qu'on veut faire, ce n'est pas nécessairement du gaspillage. Il faut comprendre aussi que dans tout projet qu'on va faire, il va y avoir des tempêtes. Il faut être prêt à les traverser, ces tempêtes-là. Il faut savoir, on a tous envie de reculer, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas laisser les gens qui ont envie de nous faire reculer, reculer. Et puis, il peut y avoir un échec. Un échec, c'est juste une occasion de se relever. Ensuite, très important, travailler avec des partenaires. Parce que quand on veut faire des investissements, ça prend des bons partenaires, mais pas juste des partenaires financiers. Pour moi, mes clients, mes fournisseurs, les gens de finance, ce sont des partenaires, des gens avec qui nous voulons travailler et des gens avec qui eux veulent travailler. Donc, c'est vraiment important d'avoir des bonnes équipes, des bonnes valeurs. Et puis, je dirais aussi que pour comprendre aussi un des défis que nous, on avait, puis qu'on a, puis pour lequel on veut continuer, c'est que malgré qu'on est automatisé, je dirais, on n'est pas encore robotisé, on dépend encore, nous, chez nous, encore énormément de l'intelligence de nos gens, je veux pas dire, de leur savoir, de leur connaissance. Puis comme beaucoup d'entrepreneurs, vous le savez, de plus en plus, on perd cette connaissance-là, on perd toute cette intelligence-là parce que les gens s'en vont prendre leur retraite, plus difficile de former. Donc, les investissements deviennent absolument nécessaires et importants. Merci beaucoup, Louis. Je pense que vous avez déjà mis le doigt sur beaucoup d'enjeux que nos entrepreneurs vivent. Je sens qu'on va avoir des questions, puis j'ai déjà hâte de creuser davantage ces projets-là. Simon, est-ce que tu veux nous parler peut-être de ton entreprise à toi? Certainement. Bien heureux de présenter Culture Gen V à vous. Donc, Culture Gen V, c'est une entreprise de famille. C'est l'agriculture de nouvelles valeurs. Comme vous pouvez voir, Gen V, c'est manger selon ses valeurs. Et le tout est parti depuis 1987, où est-ce que producteur de laitue de base, de laitue hydroponique qu'on retrouve dans nos épiceries au Québec et un peu partout ailleurs. C'est un concept qui a été inventé dans les années 84. Puis mon père a rentré tranquillement dans l'entreprise à travers les années, 94 officiellement, mais 87, ça a été la mise en marché de la première laitue Boston hydroponique. Puis depuis ce temps-là, c'est une entreprise qui est toujours en croissance. C'est vraiment une histoire de famille. Donc, nous autres, on est un clan de passionnés d'agriculture moderne, d'entrepreneuriat, de génération en génération. Je suis la deuxième génération avec ma sœur et mon cousin. Mon père qui est rentré dans l'entreprise, comme je disais, en 94, ma mère a suivi en finance, comptabilité. Mon oncle est rentré aussi dans le développement des affaires à travers les années. Puis depuis ce temps-là, on bâtit quelque chose en famille. On est producteur de plusieurs variétés de légumes. La laitue hydroponique a été à la base jusqu'en 2000,
2020, à vrai dire, on produisait de la laitue hydroponique seulement dans l'entreprise, qui s'appelait anciennement Hydroserre Mirabel, qu'on pouvait reconnaître sous le nom de Mirabel avant. On a 11 hectares de laitue hydroponique aujourd'hui. On a 9 hectares de tomates biologiques et conventionnelles. On a ajouté aussi à notre salade 4 hectares de concombres anglais et libanais biologiques et on a un autre 4 hectares de poivrons biologiques. On a aussi un 6 à 8 hectares de transplants, des petites plantules qu'on fait pour les maraîchers, qu'on va planter dans les champs pour la suite, que vous allez voir les légumes sur vos tablettes. Nous, on part les petits plants de la semence à la petite plantule avant de les livrer aux clients. Nos légumes locaux sont pleins de vitalité, d'une fraîcheur incroyable. C'est notre marque de commerce, c'est comme ça qu'on veut travailler avec notre culture, avec nos gens à l'intérieur et bien sûr le présenter sur des tablettes. On parle de plus de 34 millions de laitues chaque année récoltées. Et pour ce qui est des tonnes de légumes totales, donc la tomate, le concombre et le poivron, c'est 11 500 tonnes qu'on est capable de récolter par année à offrir sur les tablettes. On distribue nos légumes un peu partout, principalement au Québec, bien évidemment. On est dans les Maritimes, on est aussi dans l'Ontario, mais les États-Unis fait partie aussi de notre port de marché, où est-ce qu'une grande majorité de nos produits peuvent se rendre aux États-Unis lorsque le marché québécois est saturé. Cependant, on essaie toujours de travailler avec nos clients pour être de plus en plus au Québec. On a connu la pandémie. Je crois que l'autonomie alimentaire est un enjeu et on continue d'y travailler très fort à chaque jour. La génération V, c'est quoi que ça veut dire? La génération V, c'est un slogan qui est parti de la transition de la relève entre moi, ma soeur, mon cousin et la génération cédante. Ce qu'on voulait, c'est de démontrer c'est quoi les valeurs de l'entreprise et pourquoi qu'on le fait. Pourquoi qu'on est producteur de légumes, puis pourquoi on met des légumes sur votre table qui sont frais, qui sont bons pour la santé. Donc, on est parti de l'idée de parler du côté vert, du côté vitalité, du côté vrai. Puis le mot vrai, vitalité, vert, revenait avec le V, valeur. On s'est dit, pourquoi pas être la génération V? Donc, nous voulons manger vrai, nous voulons manger frais. Nos produits sont vivants, cultivés selon nos valeurs, en adoptant une agriculture durable, respectueuse des gens et de l'environnement. Gen V, c'est notre vision qui prend vie, celle d'une génération qui souhaite mettre dans vos assiettes une variété de légumes croquants et de verdure pleine de vitalité. Donc, un slogan qui joue dans le mot vert, vitalité, vrai, la prochaine génération qui s'en vient, qu'est-ce qu'on veut bâtir, le tout en travaillant avec la génération qui a de l'expérience, qui nous enseigne beaucoup. Nous autres, c'est une affaire de famille, puis on aime bien y travailler tous ensemble. Donc, on peut voir ici notre grande équipe compte aujourd'hui 450 employés sur 4 sites de production différents un peu partout au Québec, Sainte-Clotilde de Châteauguay, Saint-Jérôme, Port-Neuf et Ame-Nord, dans le coin de Victoriaville. 450 employés, ça fait beaucoup de personnes qui récoltent tous ces légumes, mais quand on parle de 34 millions de pommes de laitue récoltées par année, ça prend des bras. Donc, Gen V, c'est vraiment l'agriculture de nouvelles valeurs. C'est un concept qui a été établi dans les années 87, 94. Mon père est arrivé, la famille a grandi à travers ça. Moi, je peux dire que je suis né dans un bol de salade. Ça ressemble à ça. J'ai toujours grandi là-dedans. J'ai toujours eu un intérêt à travailler dans l'entreprise familiale. Puis ça m'a permis, à travers les années, avec les études, de me dire, bien, moi, c'est ça que je veux faire. J'aimerais reprendre l'entreprise. Puis aujourd'hui, avec les nouvelles acquisitions, on est capable de dire qu'on est sur la voie de faire connaître nos produits frais, qui sont en lien avec nos valeurs, de la façon qu'on traite nos gens, de la façon qu'on traite nos légumes, avec une bonne qualité, puis livrer des beaux légumes sur les produits, sur les marchés québécois. Merci, messieurs, pour ces deux présentations. Deux entreprises, deux relèves, des entreprises qui sont riches d'histoire. On va creuser un petit peu là, pour mieux connaître qu'est-ce qui a fait que vous êtes rendu là aujourd'hui. Simon, je commence avec toi. Écoute, le secteur agricole, on ne contrôle pas nécessairement toujours tout. Je sais que Gen V, vous avez connu des années peut-être un petit peu plus difficiles, une chute brutale. Comment vous avez fait pour remonter la pente? Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, c'est sûr que le côté phytosanitaire est un grand enjeu pour nous en production maraîchère, culture en serre. On parle dans les années 2007-2008. Je vais faire le comparatif avec la COVID, ce qu'on a vécu un peu. En 2020, on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait lointain de chez nous.
par rapport à un virus qui se développait. Puis, tranquillement, on suivait ça aux nouvelles, puis ça se transmis en Europe, en Afrique, puis tranquillement, ça s'en venait vers nous, mais sans nécessairement s'en inquiéter. Puis, vous connaissez tous la COVID, comment on l'a vécu, comment on a réagi avec. Le concept phytosanitaire, c'est un peu le même processus. C'est que ça vient de loin, parfois, puis quand que ça s'en vient au Québec, on sent qu'il y a une vague qui va nous frapper. Puis quand ça nous frappe, il faut être préparé. Puis c'est des plans d'urgence qui arrivent rapidement parce que des fois, ça frappe plus fort qu'on croyait ou plus rapidement qu'on croyait. Donc, en 2007-2008, on a eu notre COVID qui a fait en sorte que la production était affectée. Puis notre place sur le marché a été beaucoup en diminution. Cependant, je n'étais pas encore dans l'entreprise, mais cependant, ma famille était prête à recevoir le coup, puis on a trouvé des solutions ingénieuses pour en sortir. Puis aujourd'hui, on est plus fort que jamais, malgré les problématiques. Ça reste que les changements climatiques, c'est très, très difficile pour autant les champs que nous en serre. En serre, on contrôle plus les éléments. Donc, la pluie, les grands vents, ça nous affecte peu, mais les canicules, c'est très difficile pour une culture en serre. Quand il fait un 32 degrés dehors, il va en faire un 45 à l'intérieur de la serre. Donc, c'est sûr qu'il faut travailler toujours avec ça, mais le phytosanitaire en agriculture, c'est un grand enjeu. Donc, ça a été vraiment là, ce qu'on pourrait appeler en anglais un reality check, où vous avez dû prendre action pour vraiment rehausser là, votre niveau de productivité, puis ramener là, l'entreprise là, sur des bases solides. C'est ça? Effectivement. C'est sûr que, là, je parle de l'exemple de la laitue là, en comparaison avec la COVID, mais ça revient un peu. La rugose de la tomate aussi est un enjeu depuis 2020. On a encore la rugose dans nos serres. La diminution de la productivité est énorme. Donc, oui, effectivement, il faut réussir à s'ingénier ou à innover pour trouver des façons de contrer les maladies. Louis, de votre côté, ça a été quoi votre reality check pour pouvoir améliorer vos opérations, rehausser votre productivité? En fait, ce qui est important de comprendre, le statu quo, exemple, n'existe pas. Si on n'investit pas, si on prend aucune action, tout ce qu'on peut faire, c'est régresser parce que nos compétiteurs, eux, vont avancer. Moi, mon reality check, c'est ça peut être un petit peu bizarre, mais c'est mon directeur des opérations, aujourd'hui, mon ami Yannick, qui arrivait de la grande famille du bois, mais pas le plaquage, qui s'est emmené travailler avec nous. Puis après un petit bout de temps, il m'a fait réaliser qu'on vivait peut-être encore dans les années 1800, là, les calèches, puis que peut-être que Boisé-Lafleur devait se sortir de ce genre de marasme-là. Je vous dis que ça donne un coup de pied dans le derrière, un bon coup de pied dans le derrière, par contre, qui a fait qu'aujourd'hui, on a pris des décisions, puis depuis ce temps-là, on investit, puis on avance à vitesse grand V. Ah, c'est merveilleux. Je trouve ça intéressant, Louis, parce que vous faites référence un peu à l'humilité que l'entrepreneur doit avoir. Donc, ça ne vient pas nécessairement de vous de dire qu'il faut investir. C'est vraiment un de vos employés qui a dit bien, Colin, il faut rehausser ça. Là. Oui, et puis mais je dirais aussi, par contre, un petit peu d'amour-propre, parce que j'ai un de mes compétiteurs qui est ami, mais c'est un compétiteur quand même, qui, lui, qui arrivait complètement d'un autre domaine. Et puis qu'il a dit non, ça se peut pas que le domaine du plaquage soit aussi plate que ça. Puis il avait pris tellement une avance sur nous autres que je me disais, ça se peut pas quelqu'un qui ça fait 40 ans qui travaille dans le domaine du plaquage, puis qui se fait battre par quelqu'un qui connaît absolument rien. Ça a été un autre coup de fouet. Fait que là, deux, trois coups de fouet de même, un jour ou l'autre, le cheval décide d'avancer. Hein? Quelle belle comparaison. Donc, ce que je comprends, c'est que pour pouvoir investir, ça nous prend un petit peu d'humilité puis de l'amour-propre. Oui. On parle de technologie, on parle d'innovation. GenV, c'est anciennement les serres Mirabel, l'hydroserre Mirabel. L'essence même de l'entreprise est basée sur l'innovation avec l'invention de la laitue hydroponique. Comment on vit l'innovation au quotidien quand on est basé sur cette innovation-là? Bien évidemment, l'innovation fait partie intégrante de l'agriculture. C'est des fois un domaine qui évolue plus lentement que d'autres domaines. Cependant, pour nous, c'était comment on peut se démarquer pour être capable d'être sur les tablettes puis offrir de la fraîcheur pour les clients, puis toujours d'être un pas en avance. C'est sûr que la compétition est forte. Il y a des gros joueurs, des géants américains ou des géants canadiens qui veulent venir envahir notre marché québécois. Nous autres, notre façon de réussir à se démarquer, c'est de mettre l'innovation de l'avant. Donc, plusieurs techniques qui ont été utilisées à travers les années.
Mais c'est sûr que l'innovation, pour nous, c'est notre cheval de bataille. Ça a toujours été. Puis, innovation, on peut parler d'améliorer la productivité par la gestion climatique, par les lumières en ajout. Vous comprendrez qu'on produit à l'année, nous autres. Donc, des tempêtes hivernales, il faut Faut qu'il fasse clair. qu'il fasse clair dans les serres et il faut chauffer. Donc, l'innovation, ben, c'est aussi sur l'énergie qu'on utilise par rapport aux biomasses au lieu d'utiliser du gaz, par exemple. Donc, ouais, l'innovation, ça fait partie un peu intégrante de Vous Janvier. avez, je pense, un projet aussi pour automatiser une partie de vos opérations? Oui, on a parti un projet d'automatisation pour la récolte de laitue. Notre but, c'était d'innover sur la vitesse d'exécution pour mettre sur vos tables une laitue encore plus fraîche. Donc, ce processus-là a parti à la base de comment que je peux changer le travail très manuel des employés pour l'amener à quelque chose de plus rapide pour essayer d'être meilleur que la compétition. Ce qui nous a permis un peu de prendre un pas de recul sur ce qui se passe. Nous autres, ça fait plus de 30 ans qu'on est dans le domaine. Ça a toujours été la même fonction pour récolter la laitue. Comme je dis, 34 millions de pommes de laitue, ça prend beaucoup de temps à récolter. On est allé plus dans l'optique de comment on peut décortiquer le mouvement. Comment on peut décortiquer chaque milliseconde que la personne travaille la laitue avant de la mettre en cope. Donc, comment on la sort du panneau de l'eau, comment on regarde pour bien nettoyer les feuilles qui ne sont pas bonnes pour la consommation, comment on travaille la racine, comment on travaille la mise en barquette. Puis, on l'a analysé avec des vidéos, tous ces gestes-là, pour essayer de trouver une façon de couper du temps. Parce que dans le fond, 1 seconde sur 34 millions de pommes de laitue, ça commence à paraître. C'est énorme. C'est énorme. Fait qu'on est rendu dans un processus continu, là, bien évidemment, mais on est rendu à 4 secondes déjà coupées dans notre nouvelle façon de travailler qui est mise en place justement dans les prochaines semaines. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on a eu du plaisir à faire, mais dans l'innovation, c'est de penser outside the box, de penser différemment pour nous amener à voir les choses aussi différemment. Puis, on ne veut pas non plus que ça a toujours été comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Non, il faut aller de l'avant. Puis aller de l'avant, bien, ça a été de prendre un pas de recul puis de dire pourquoi pas creuser, aller analyser comment qu'on fonctionne, comment qu'on travaille, comment qu'on touche au produit, puis mettre de l'innovation là-dedans. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on ne s'assoit pas sur nos paradigmes et un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ah, certainement. Certainement. Ça semble quand même complexe comme projet là, pour récolter la laitue. Tu as parlé un petit peu là, des étapes. Il y en a quand même plusieurs, puis c'est pas nécessairement simple. Comment on justifie ces investissements-là? Ouais, bien évidemment, le retour sur l'investissement est le plus évident à dire, mais je pense que pour nous, il y a un côté intangible par rapport aux investissements. On essaie toujours d'amener une façon de réfléchir qui va être différente que juste le dollar au bout du projet. Puis, quand je parle d'intangible, je parle de qu'est-ce que je peux faire pour que mon employé, ce soit plus facile pour lui. Qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit niveau CSST, ergonomie, tout cet angle-là, plus facile aussi pour l'employé ou plus confortable. Pour le client, donc si je fais une innovation puis je récolte avec une journée de plus rapide ou un délai de 4 heures de moins entre la serre puis la mise en frigo dans un camion, bien, tout ça, c'est des plus-values, que je peux dire des intangibles, qui n'ont pas nécessairement un dollar monétaire derrière, mais qui nous permettent de mettre en place un projet d'innovation. Super intéressant. Puis je retournerai un peu la question à Louis. De votre côté, comment vous justifiez les investissements? Puis qu'est-ce qui va initier un investissement pour rehausser la productivité? Bien, pour commencer, pour nous, ça a vraiment commencé par avoir une planification stratégique et puis s'en aller vers une vision claire d'où on voulait aller. Cette vision-là, ça faisait quand même longtemps que je l'avais en tête, mais c'est le fun de la mettre sur table puis d'établir les paradigmes. Pas les paradigmes, mais les lignes de pensée qui vont aller avec ça. Et puis, une autre raison, un peu comme que ce soit des légumes où je parlais de la fibre, le bois. Nous, souvent, on va utiliser le mot fibre chez nous. C'est archi important de maximiser nos rendements. Mon père disait souvent, puis mon Dieu qu'il avait raison, ça prend 50 à 100 ans un arbre à pousser, puis ça prend 5 minutes à un imbécile pour le gaspiller. Si ça, c'est pas un élément suffisant pour décider de faire quelque chose, je ne sais pas ce que ça prend de plus. Donc, on veut vraiment venir réduire le gaspillage de votre côté. On veut réduire le gaspillage. On travaille aussi, nous autres aussi, sur
On a une usine qui est climatisée, 100 de l'usine est climatisée, on contrôle notre humidité, on essaie de faire le... Dans le fond, là, c'est deux produits qui sont vivants. On travaille un peu de la même façon, on pense à nos employés énormément. Et puis, il faut définitivement améliorer la récupération de la fibre, mais évidemment aussi produire plus, produire mieux. Puis, si vous nous parliez peut-être un petit peu là, de quelques projets que vous avez mis en place, là, justement, pour hausser la productivité. On a plusieurs projets qu'on a mis en place. On a un projet, on a acheté, on appelle une guillotine. On ne coupe pas des têtes, mais on coupe le bois. On a acheté une nouvelle guillotine qui a un éjecteur automatique. On a mis une ligne de classage, dans le fond, un peu comme Simon disait, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nos employés travaillent moins des bras. Fait que on a mis une ligne de classage, de face de plaquage, qui fait que l'employé se promène moins. Tout ce qu'il a à faire, c'est prendre des décisions. Juste rapidement, là, pour les gens à la maison qui sont peut-être moins familiers avec l'industrie du bois, c'est quoi ça, une ligne de classage? Une ligne de classage, dans le fond, c'est que nos feuilles ont, je vais le dire en pouces, en pieds, là, nos feuilles, grosso modo, ont 4 pieds par 8 pieds. Il faut les classifier selon différents grades, A, B, C, D, E, F, là, pour le faire simple. Et puis, étant donné que les feuilles prennent beaucoup d'espace, bien, il fallait que l'employé se promène physiquement. La ligne de classage, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'en réalité, on dit une ligne de classage, mais c'est une ligne de transport qui fait qui prend les feuilles puis qui les amène au bon poste. Donc, l'employé a pu à se promener, peut faire beaucoup plus de feuilles dans une journée avec moins d'efforts. OK. Donc, on est capable vraiment de diminuer un peu la pression physique sur nos employés tout en rehaussant la productivité. On travaille aussi en ce moment sur de la vision et de l'intelligence artificielle. Quand même, on est rendu loin dans le bois. Oui. Puis, outre dans le fond, peut-être le bénéfice pour les employés, est-ce que vous avez perçu d'autres gains sur ces investissements-là? Bien, définitivement, là, toutes les actions qu'on a mises en place jusqu'à tout de suite ont porté fruit là, au niveau de la quantité et de la qualité et de la récupération de la fibre. Là. C'est sûr que c'est toujours des petits pas, mais ça avance vraiment dans la bonne direction. Vraiment super intéressant. On a 2 entreprises qui œuvrent dans des milieux vraiment traditionnels, donc milieu du bois, milieu de l'agroalimentaire. 2 façons différentes d'investir, d'innover, mais toujours cette volonté-là d'aller plus loin, d'abattre les paradigmes, de faire mieux, faire différemment. On veut augmenter la qualité, on veut certainement réduire nos coûts. Dans le cas de GenV, on a quand même ce défi-là où on compétitionne des produits en champ où la gestion des coûts est un petit peu différente. Donc, on veut réduire nos coûts, mais on veut aussi réduire la pression sur nos employés. On veut augmenter notre productivité, on veut augmenter notre qualité. Du côté de Louis, on veut augmenter la qualité, on veut réduire la pression sur nos employés, on veut aussi réduire le gaspillage. Donc, vous l'avez dit, le bois, c'est une ressource précieuse, c'est une ressource noble. On veut l'utiliser au maximum de sa valeur, puis on veut éviter de la gaspiller. Ce sont des investissements en technologie qui vont supporter la croissance, si je comprends bien. Oui, certainement. On parlait, Simon, du projet de récolte de laitue. Je veux dire, c'est quand même assez spécial. On ne trouve pas ça chez Patrick Morin. Comment on met ça en œuvre? Effectivement, ça aurait été plaisant, par exemple, de le trouver chez Patrick Morin. Je pense que ça aurait simplifié quelque chose. Ce projet-là, en soi, a parti d'une idée, justement, pour l'innovation. Puis, on ne savait pas nécessairement où partir. Ce qui arrive souvent, c'est que vous connaissez des visionnaires autour de vous. Vous en avez possiblement des idées plein la tête. Comment qu'on rend ça viable? Puis comment qu'on peut mettre ça dans une ligne de production pour que, on récolte des profits au bout de la ligne. Initialement, on a commencé à travailler avec des consultants, tout simplement, d'essayer de trouver comment que je peux mettre mon idée sur papier en termes d'infrastructure, en termes d'ingénierie, en termes d'architecture de la machine. Puis, avec les consultants, on a été capable de développer une façon de fonctionner qui pourrait être viable dans nos multisites. Bien évidemment, il faut comprendre qu'on a 35 hectares de production. C'est quand même beaucoup. Quand on pense à une innovation, exemple la laitue sur notre 11 hectares, il faut qu'il y ait une machine qui se déplace ou une centralisation de tous les mouvements de la laitue.
Donc, la première étape pour moi a été de travailler avec un consultant, de s'entourer des gens, on va dire, qui ont plus de connaissances que soi. Moi, j'amène l'idée, je connais mon marché, je connais mon produit par cœur. Après ça, c'est qui peut m'amener le concept De la technologie de elle-même. la technologie elle-même. Fait que c'est pas moi qui ai inventé tous les bras, comment ils bougent avec la laitue, là, c'est ça. Sinon, ça serait chez Patrick Morin. C'est ça! C'est ça. Fait qu'à la base, c'est ça. Puis par la suite, c'est de prendre notre expertise, l'expertise que j'ai dans mon entreprise, puis de la faire découvrir avec nos consultants, d'où la gestion des vidéos. On a des heures de vidéos, que ça a été le matin, le soir, la nuit, quand on récolte, peu importe, pour voir toutes les multifacettes et les angles de production en soi pour décortiquer les mouvements, puis de leur dire où sont les points faibles ou les points morts dans notre façon de faire et les améliorer, parce que les autres, ils n'ont aucune conscience. Fait que c'est vraiment un travail d'équipe à travailler avec des personnes qui te complètent bien dans un projet d'innovation. En même temps, je pense que c'est la base d'un entrepreneur aussi, c'est de savoir s'entourer pour mieux innover. J'entends donc s'entourer des gens qui connaissent bien le domaine. J'entends aussi les vidéos. Est-ce qu'on pourrait dire que la standardisation du processus va venir supporter l'implantation de technologies? Certainement. Certainement, parce que de base, on peut comprendre notre processus dans l'entreprise par cœur, mais il faut aussi réussir à le décortiquer. Puis par processus, puis par étape, pour être capable, en plus, d'expliquer par la suite à nos propres employés vers où qu'on s'en va, parce qu'eux autres, ils veulent de la transparence aussi. C'est pas juste Hey, bonjour, 4 robots vont vous remplacer, puis merci, bonsoir. » Le but, c'est d'expliquer vers quoi qu'on s'en va. Puis, nous autres, le but, c'est pas d'avoir une perte d'emploi. Au contraire, on fait juste créer de l'efficacité avec nos employés à l'interne. J'entends des mots-clés ici. Gestion du changement, très important quand on investit dans la technologie. Ce n'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, peut-être pour une prochaine fois. Simon, vous êtes en processus de relève. Ce genre de projet-là, est-ce que tu vois ça comme un leg? Bien, même si c'est toi qui le reprends. Là. Est-ce que tu vois ça comme un leg, une façon de mettre ta marque dans l'entreprise pour le passage? C'est sûr que sur celle-là, je suis fier. C'est sûr que c'est un peu mon bébé. Le côté de technologie, bien évidemment, c'est sûr que mes parents, ils voient tout l'avancement technologique. Je pense que parfois, ça va plus vite que leur propre compréhension. Fait que quand on parle de l'intelligence artificielle, ils ont de la misère à concevoir qu'est-ce que ça va pouvoir faire dans notre entreprise. Il y a certaines choses que c'est peut-être plus évident, mais pour ce qui est, exemple, de la production, comment que l'intelligence artificielle pourrait nous aider, c'est plus la relève, c'est plus le leg de la relève. Donc, on peut parler de gestion de qualité, tout ce qui est l'imagerie pour réussir à comprendre puis à évaluer une laitue, puis c'est quoi les défauts de la laitue. Aujourd'hui, on est en train aussi de travailler dans un autre projet d'innovation qui est un drone qui va surélever dans les serres pour prendre des photos de tous les bassins, puis en un clic, être capable de me dire toutes les problématiques de culture. Fait que c'est sûr que pour ça, c'est notre bébé à nous, c'est la relève qui travaille sur ce côté-là, puis on essaie de vendre l'idée à nos cédants, mais des fois, ça passe plus ou moins, mais c'est sûr que les autres, ils ont l'expérience, nous autres, on a peut-être plus les connaissances technologiques. Le mélange des deux, en ce moment, fait de quoi de merveilleux. Je reviens sur un point que tu as mentionné, Simon. Tu dis on veut investir, on veut augmenter l'efficacité, mais pas pour couper des postes. Louis, de votre côté, dans les dernières années, vous avez doublé votre chiffre d'affaires tout en gardant votre nombre d'employés stable. Oui. Est-ce que c'est, pour vous dire, c'est grâce aux investissements en technologie? Comment vous avez fait ça? C'est sûr que c'est grâce aux investissements, mais quand je vous parlais tantôt d'une vision, pour moi, ma vision a tout le temps été claire. Quand je l'ai exposée à mon équipe, ils n'ont pas compris immédiatement parce qu'il fallait faire un dessin. J'ai fait un carré noir sur une feuille blanche. Puis dans le fond, ma vision, moi, c'est un jour, je vais être en mesure de faire tourner mon usine dans le noir. Donc, techniquement, je n'aurai plus besoin d'employés. Ceci étant dit, c'est absolument impossible que ça arrive et ce n'est pas mon souhait. Mais mon souhait est, au lieu de me servir des bras de mes gens, je veux me servir de leur intelligence. Ce sont les meilleures personnes qu'on a pour travailler. C'est eux qui vont faire avancer notre compagnie. Et puis là, ce que ça réussit à faire, tout ça, avec les investissements qu'on met, c'est qu'on réussit à faire beaucoup plus avec le même nombre de personnes. Aujourd'hui, de penser doubler le nombre de personnes est impossible. Donc, il faut trouver d'autres façons de faire. Puis ces façons-là, c'est définitivement à travers les investissements. On arrive à la fin du deuxième segment de l'événement. Avant de passer aux questions du public, la question s'adresse aux deux.
qu'est-ce que vous diriez à un entrepreneur qui nous regarde et qui hésite à investir ou à modifier ses façons de faire? Pas tout le monde en même temps. Ouais. Je pense qu'il est important de comprendre sur l'échelle de pessimiste à optimiste où est-ce qu'on se situe, puis de bien se connaître là-dedans. Mon père, qui a beaucoup d'expérience, est peut-être plus optimiste, plus visionnaire dans sa façon de créer des idées, versus que moi, je suis peut-être un côté plus conservateur, plus pessimiste. Une fois qu'on sait où est-ce qu'on est, puis on est à l'aise avec ça, bien, c'est pas une question d'hésiter sur le projet, parce que bien évidemment, quand on parle de retour sur investissement, si on a un retour sur investissement de 6 mois, d'habitude, c'est assez rapide, la décision est là, puis on y va, puis on fonce. C'est quand il y a une hésitation, c'est que le retour sur investissement est peut-être plus long terme. C'est là que l'intangible va venir. Fait que c'est de se connaître, de comprendre qu'il faut être à l'aise aussi avec ce qu'on est comme individu, ce qu'on est prêt à prendre comme risque, puis comment qu'on peut le prendre. Moi, personne très verte, très, très axée sur l'humain, quand on parle des gens qui vont être plus confortables à travailler, côté ergonomie meilleure, puis la qualité va être meilleure de travail en soi, pour moi, ça pèse beaucoup dans la balance. Ça, c'est des intangibles qui te parlent. Ça. Exactement. Lui, de ton côté? Moi, je dirais, je vais parler aux gens de mon âge. J'ai 60 ans, plus près de la retraite que d'avancée. Je trouve ça le fun que tu dises que toi, tu es plus conservateur, puis ton père a une vision. Souvent, les gens qui s'approchent de la retraite ont moins tendance à avoir envie d'investir puis d'avancer. Puis c'est un frein épouvantable pour la compagnie. Vous avez travaillé toute votre vie dans une compagnie, puis pour les dernières années, vous allez la laisser aller ou stagner. Je trouve que c'est une drôle de philosophie. Puis il faut s'enlever, je pense, ce genre de paradigme-là. Puis ce qui est intéressant, quand vous parlez aussi quand on parle d'investissement, notre vision qu'on a, là, bien, ça vient de l'agriculture. La compagnie avec qui on fait affaire, c'est des gens qui ont trouvé la vision et de l'intelligence artificielle pour récolter en champ, malheureusement, certains légumes et laisser ceux qui n'étaient pas prêts pour la récolte. Bien, je trouve ça super intéressant, ce que vous dites, Louis, parce que on est sur le bord de la retraite. On est peut-être dans une situation où on veut céder l'entreprise, où on veut la vendre, puis on aurait peut-être l'opportunité de rehausser la valeur de cette entreprise-là en faisant d'autres investissements. Absolument. Vraiment super intéressant. Ce que je retiens aujourd'hui des témoignages que vous nous avez offerts jusqu'à présent, ça prend une vision, ça prend un objectif. On doit avoir une destination où on veut aller, on la garde en tête. On est réaliste aussi quant aux échéanciers pour la réalisation des projets innovants. Puis on se fait accompagner aussi par des gens qui connaissent bien la situation. Cher public, on est maintenant bientôt rendu à la période de questions. Donc, je vous rappelle l'espace clavardage où vous pouvez poser des questions directement à nos entrepreneurs. Si vous avez des questions plus personnelles sur votre entreprise ou les projets qui vous tiennent à cœur, vous pouvez toujours utiliser le lien disponible dans la plateforme pour être mis en contact avec un membre de nos équipes. Pendant que les gens à la maison se ruent sur leur clavier pour poser les questions qui les taraudent sur vos entreprises, sur votre croissance, sur votre productivité, j'en profiterai peut-être pour remettre à l'écran la diapositive des services d'Investissement Québec. Donc, Investissement Québec, on connaît bien toutes les stratégies de financement qui peuvent vous accompagner dans vos différents projets. Mais saviez-vous que Investissement Québec, c'est maintenant aussi des équipes d'accompagnement? Donc, on est là pour vous accompagner dans vos transformations technologiques, comme Boisé Lafleur et Genv sont en train de faire. On a également des équipes pour l'exportation, l'internationalisation de vos produits. On a récemment ajouté aussi des équipes de main-d'œuvre. Donc, les enjeux de main-d'œuvre, ce sont des enjeux qui tiennent à cœur à nos entrepreneurs. On a des équipes pour vous aider, chaîne d'approvisionnement pour l'approvisionnement local, super important, et également le conseil d'affaires, conseil stratégique pour vous aider à propulser votre entreprise plus loin. Donc, je vois que les questions commencent à rentrer. On va commencer tout de suite avec une question, ma foi, presque piège pour toi, Simon. D'accord. Quel type d'innovation est-ce que vous favorisez? L'innovation technologique ou l'innovation biologique? Oh. Quand même, hein? Quand même. Notre public est en feu. Quand même. Je vais dire qu'en ce moment, on est dans l'innovation technologique. Dans les 4 dernières années, on était dans l'innovation biologique. On vient d'avoir notre certification B Corp, qui est vraiment tout ce quand on parle des ESG, là, environnement, le côté
sociale, puis la gouvernance, ben, le B Corp regroupe tout ça. Fait que je pense qu'il y a un bon côté d'innovation qui a été axé sur le côté B Corp, biologique, environnement, dans les dernières années. Aujourd'hui, on est plus dans le technologique, dans qu'est-ce qui va nous aider à être meilleurs sur le marché pour compétitionner contre des tomates ou des laitues du Mexique qui coûtent beaucoup moins cher à produire que nous. Fait que côté technologique aujourd'hui. Côté en ce moment, technologique, ouais. mais dans un passé récent, on était Biologique, ouais. biologique. OK, donc c'est vraiment un équilibre. Louis, là, j'ai une question de mathématiques. J'espère que vos maths du secondaire ne sont pas trop loin. Combien d'employés pour le nombre de pieds carrés vous produisez aujourd'hui versus il y a 10 ans? Exactement le même nombre. On a commencé il y a 10 ans, on a déménagé sur la rue François-Bourgeois il y a 12-13 ans. Donc, il y a 10 ans, on parle encore de 30 à 35 employés. On a doublé notre chiffre d'affaires. On n'a pas nécessairement doublé nos pieds carrés de production. On a quand même augmenté nos pieds carrés de production, mais on a exactement le même nombre de personnes. Donc, il faudrait prendre le nombre de pieds divisé par le nombre de personnes sur le plancher, mais ça n'a pas vraiment varié. C'est vraiment juste avec des investissements, des nouvelles façons de faire qu'on a réussi à augmenter notre production. Puis là, je me permets là, de déborder peut-être un petit peu de la question là, parce que je suis curieuse. En termes, je ne sais pas comment vous mesurez votre production. Est-ce que c'est en pieds linéaires ou pieds carrés? Pieds carrés de surface. Pieds carrés de surface. Est-ce que vous avez été en mesure de rehausser le nombre de pieds carrés de surface que vous avez produits dans les 10 dernières années? Oui. Mais tu sais, c'est ce que je dis, c'est que malgré qu'on a doublé le chiffre d'affaires, on n'a pas nécessairement doublé la production comme telle. Parce OK. qu'on a quand même des augmentations de prix, on a des augmentations de qualité de produits qu'on vend. Je ne sais pas si vous vendez la laitue à tel prix, puis vous vendez des piments à tel prix. C'est peut-être plus intéressant de vendre plus de piments. C'est un peu ce que nous, on a fait. Là. OK. Donc, On vous s'est vendez tourné plus vers- de catégorie A, maintenant. On vend on vend du meilleur produit, mais oui, définitivement, on produit plus. La quantité, mais honnêtement, je n'ai pas le chiffre. Mais on n'a pas doublé la quantité. On l'a beaucoup augmenté, on ne l'a pas doublé. Mais c'est avec le même nombre d'employés. Donc, un vecteur de croissance, ce n'est pas nécessairement de produire plus, ça peut être de produire plus de qualité. Ben, en fait, le défi était de trouver une façon, étant donné que le personnel, maintenant, on commence à avoir un peu de CV, mais il était longtemps qu'on n'avait pas de CV. Fait qu'il fallait trouver une manière de produire avec les personnes qu'on avait, puis c'est ce qu'on a fait. J'ai une question ici, on parlait de gestion du changement, ça va intéresser des gens. Est-ce que vous avez mentionné l'importance, tous les deux, que vous accordez au bien-être de vos employés, à leur confort? Est-ce que vous sentez que ça vous aide dans la rétention de la main-d'œuvre? 100%. Aucun doute. Ah oui. Ben oui. Je regarde les Quand questions on fait qu'on a. Oui, quand allez-y. on fait une réflexion stratégique, là, une des questions qui est posée, c'est qui ton fournisseur numéro un? Celui qui ne répond pas, ses employés, fait une erreur. Ton fournisseur numéro un, c'est tes employés. Pour moi, ça ne fait aucun sens de dire une autre réponse que celle-là. Si tu ne traites pas ton meilleur fournisseur de la bonne façon, qu'est-ce que tu t'attends en retour? Là, je veux juste dire « wow ». S'il y a une phrase qu'on doit retenir de cette classe de maître-là, je pense que c'est celle-là. Votre fournisseur le plus précieux, ce sont vos employés. Quelle extraordinaire réflexion, Louis. Merci beaucoup. Et on a une entreprise, peut-être plus de niveau PME, qui nous écrit. Pour une petite entreprise, par quoi est-ce que vous commenceriez afin d'augmenter la productivité dans un contexte de manque de main-d'œuvre compétente et que les processus internes ne sont pas encore bien définis ou appliqués? Ben, moi, j'ai une réponse facile. Il faut établir c'est quoi. Si ces processus-là ne sont pas encore été établis, c'est la première opération à faire. C'est d'établir vraiment les processus, qu'est-ce que ça prend, avoir une bonne ligne de départ, puis à partir de là, faire les investissements qui sont nécessaires. Je pense que je suis du même avis que Louis sur celle-là. Tu sais, dans l'entreprise, sont définis les axes d'un plan stratégique et sur le côté de la vision, les bonnes personnes aux bonnes places, fait que toutes les chaises dans l'entreprise, les employés. On peut travailler les enjeux, fait que toutes les réunions, les gestions de problématiques de plancher et tout. Ça reste que le processus en soi est un grand axe dans une entreprise, puis c'est surtout ce qui est plus difficile à faire. Si on parle d'une PME, ben peut-être que c'est une personne qui est à la tête d'une entreprise qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance à travailler, à passer à travers les défis.
sais, une personne très visionnaire, très entrepreneur, souvent va avoir peut-être l'axe du côté processus. Ah, c'est moins le fun, c'est plus demandant. Tu sais, détailler tout ça, aller dans le côté plus analytique. Cependant, ça en prend. Fait qu'on va revenir à bien s'entourer peut-être pour aider à développer le processus, mais bien s'entourer là-dedans pourrait aider si quelqu'un n'a pas nécessairement ce désir-là ou cette passion-là d'aller détailler tous les processus en détail. Donc, ce que je comprends, c'est vraiment que la clé du succès pour venir augmenter notre productivité, ça commence par la standardisation de nos processus. Donc, si ce sont des éléments qui ne sont pas encore bien définis dans votre entreprise, de vraiment s'attaquer à cette cartographie-là, à cette standardisation-là, pour ensuite pouvoir capitaliser là-dessus dans les prochaines étapes. C'est ça? Oui. Puis pas avoir peur de se faire accompagner. Souvent, on dit je ne ferai pas venir quelqu'un d'externe, il ne connaît rien dans mes affaires. Les gens qui arrivent d'externe n'ont pas la prétention de connaître. Ils sont là pour nous accompagner puis nous aider à réfléchir. Fait que, puis souvent, EQ aide là-dessus. Bien, merci beaucoup, Louis, d'apprécier les équipes qui sont mises à votre disposition. Petite question, je vais dire semi-controversée. Dans le contexte de la productivité, quelle importance accordez-vous à votre ERP? C'est quand même une solution technologique qui a été mise de l'avant beaucoup dans les dernières années. J'imagine que vous êtes tous les deux propriétaires de ERP. C'est quoi son importance dans votre entreprise? Bien, nous, le nôtre, on est encore en implantation. On a traversé une bonne période de sacrage. J'ai envie de virer de bord, mais c'est un élément qui est archi important. Quand tu parles avec tous les gens, pour ceux qui se sont rendus jusqu'au bout, autant ils ont souffert, autant aujourd'hui, ils ne reviendraient pas en arrière. Je te dirais, un ERP, je vais le dire d'une drôle de façon, c'est un mal nécessaire. C'est souvent sur cette technologie-là qu'on peut capitaliser pour implanter d'autres technologies puis aller chercher plus d'outils. Simon, de votre côté? Je prends la balle au bon. De mon côté, le mal nécessaire, c'est un mal que j'ai du plaisir à travailler dans l'entreprise pour le système ERP. Avez-vous fait l'implantation vous-même? On l'a fait, oui. Ben, c'est tout nous qui l'a fait avec de l'externe, bien évidemment, qui ont construit notre ERP. Là. Il y a des modules de ERP qui existaient déjà, mais pour l'ensemble de l'œuvre, quand on parle, c'est sûr, le côté financier, on a un système comptable, mais on attache nos systèmes de production à notre système comptable, puis plein de systèmes de maintenance qui est attaché à notre système comptable. Puis il y a plusieurs modèles que c'est nous-mêmes qui ont construits. Je suis assez un fan de fichiers Excel, de data, puis de décortiquer des processus aussi. Puis notre équipe, je parlais de la famille, mais 450 employés. C'est une grosse famille. Oui, c'est ça. C'est une grosse famille, mais il y a la relève en ce moment dans notre comité exécutif, on a une moyenne d'âge de 34 ans. Fait que c'est sûr qu'on est capable de mettre du power là-dedans, du pouvoir puis des connaissances en lien avec le ERP, puis ça nous aide énormément pour avancer. Puis tantôt, on parlait d'investissement, de peur d'investissement en lien avec, je suis peut-être une plus petite entreprise ou une PME, puis des investissements, parfois, ça fait peur, mais s'entourer ou avoir des consultants peut coûter cher, peut faire peur aussi. Il faut essayer de calculer c'est quoi le retour sur investissement de temps qui va te permettre comme entrepreneur ou comme chef de la direction de faire d'autres choses pendant que tu t'entoures à faire, à décortiquer les processus dans l'entreprise. Fait que payer 15 000 peut-être que ce n'est pas tout le monde qui a ça à portée de main, mais ce 15 000 $-là, s'il te permet d'aller travailler d'autres contrats puis aller trouver d'autres clients ou améliorer le processus de d'autres départements en vente, exemple, ben peut-être que le 15 000 va en rapporter pas mal plus. 30, par exemple. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, ces gens-là qu'on va embaucher, ils ont quand même l'expertise pour faire le travail qu'on leur demande. Fait que peut-être que toi, ça va te prendre beaucoup plus de temps que ce qu'eux, ça va leur prendre. Fait que tu peux faire avancer plus de projets en même temps. Exactement. Si vous vous souvenez, dans mon introduction, là, je parlais de gaspiller, dépenser ou investir. Ce 15 000 $-là, c'est un investissement. Il ne faut pas le voir comme une dépense. Ça va nous amener ailleurs. Puis ces gens-là nous aident dans des processus que nous, probablement, on finirait par laisser tomber parce que trop compliqué. On parle beaucoup du gaspillage alimentaire. On a parlé avec Louis du gaspillage de la fibre. Mais la plus grosse source de gaspillage dans une entreprise, c'est souvent le temps. Oui. C'est souvent le temps. Petite question de gestion du changement encore. Ça rend les gens à la maison, au bureau curieux. Quelles ont été les réactions des employés au sujet de l'automatisation? On dit qu'on ne veut pas couper des postes, mais il y a quand même toujours une petite crainte là, de la part des employés. Comment ça s'est passé? Bien, pour nous, il faut comprendre que notre système de production, en ce moment, on récolte dans le jour.
Donc, je pourrais récolter dans un délai beaucoup plus long, mais à un moment donné, ben, tout humain doit dormir. Donc, le côté robotisation, c'est plus dans l'angle de comment on peut être plus efficace dans le 24 heures qu'on a. Les employés, au début, c'est sûr que ça fait plus peur, mais on augmente la vitesse, ce qui a fait qu'on peut récolter plus dans le même temps donné, puis on est capable de le faire plus longtemps. Parce que quand on parle d'un site Sainte-Clotilde, on a 200 travailleurs sur un site à des employés. Bien, c'est sûr que pour nous, avoir des multi-cellules de travail, c'est peut-être plus difficile. C'est des gros sites de 21 hectares. Donc, la robotisation a quand même été très bien pris pour tous nos employés. Puis, il n'y a jamais eu de question de... C'est sûr qu'il faut y arriver en amont. Il faut arriver côté transparence tout de suite. Voici qu'est-ce qu'on fait, voici la machine. Puis, voici pourquoi aussi. Voici pourquoi, mais on les fait travailler avec nous. Tu sais, ça a aidé, se faire accompagner, c'est pas juste par des consultants, c'est de se faire accompagner par le savoir de nos gens aussi. Puis ce savoir-là, ben, c'est eux autres qui l'ont. Bien plus que moi qui est en train Avec des fichiers Excel. Exact, mes fichiers Excel en train d'être derrière mon ordinateur à planifier des réunions. C'est eux autres qui sont sur le plancher, c'est eux autres qui vivent les problématiques à tous les jours. Fait de cette manière-là, je pense que l'inclusion de la robotisation, l'innovation va bien de notre côté. Chez nous, on n'a pas 450 employés, donc on a un avantage, c'est qu'on peut les rencontrer là, personnellement. Fait qu'avec une trentaine d'employés, 30-35 employés, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on se rencontre à toutes les 4 à 6 semaines. Eux, nos employés, nous ont pondu un ordre du jour, à quoi ils veulent qu'on les tienne informés. On les tient informés sur toutes sortes de choses, donc tous les projets. Oui, depuis 10-12 ans, on a fait des projets. Oui, on a eu ils veulent couper des postes. Mais maintenant, ils sont obligés d'admettre que depuis qu'on a fait des investissements, on n'a jamais coupé de poste. On a peut-être même ajouté 1, 2, 3 personnes. Fait que moi, je pense que oui, la transparence envers les employés, leur rendre la vie plus facile aussi, tranquillement, pas vite. Tout le monde savent qu'ils sont gagnants. Si j'étais un employé, puis c'est souvent ce que je leur dis, puis il faut leur dire, êtes-vous content que vos employeurs investissent? Si on investit, c'est parce qu'on veut rester ouvert, c'est parce qu'on veut aller plus loin, parce qu'on veut que vous ayez des meilleurs emplois, et bien, éventuellement peut-être être capable de vous payer un peu plus. On ne peut pas être contre la vertu. Exactement. Donc, mais ça passe définitivement, je suis d'accord avec la transparence, de parler à nos gens. Les gens sont intelligents. Arrêtez de penser que vos employés ne comprennent pas. Il y en a qui, des fois, qui sont un petit peu plus durs à comprendre. Les autres vont leur faire comprendre. Donc, vraiment capitaliser sur nos ressources là, pour être des ambassadeurs là, des changements qu'on fait. Il nous reste encore peut-être un petit 2 minutes. Donc, 1 minute chacun. J'ai une petite question plus, disons, en termes de comment Investissement Québec vous a aidé, sans nécessairement aller dans le détail là, plus confidentiel des relations d'affaires que vous avez avec Investissement Québec. Pouvez-vous nous dire chacun à votre tour comment est-ce qu'Investissement Québec a pu vous aider dans vos projets, dans votre croissance? Bien, moi, nous, on a une personne qui est comme un peu dédiée à notre compte. Là. Je sais que ce n'est pas nécessairement tous les clients qui ont ça, et qui nous montre un peu tout ce qui est possible d'avoir, même si c'est un petit peu en dehors du cul, afin de nous accompagner. Et puis, quand on arrive, il faut prendre une décision, puis qu'il y a une décision financière, puis que EQ est en arrière, puis qui t'aide un peu à ce niveau-là, bien, des fois, c'est peut-être le petit déclencheur qui va faire que tu dis « Ouais, OK, je vais l'essayer. Eux ont confiance, ils me font confiance. » Ça l'aide. De notre côté, bien, EQ fait partie intégrante de comment on travaille dans l'entreprise. Je pense que c'est le côté gouvernance, moi, qui me revient. C'est le côté comment que EQ a pu nous aider avec le réseau de contacts que vous avez. La slide qu'on voit, qui a été présentée tantôt, c'est vraiment ça. Moi, j'ai découvert tous les tentacules de EQ qui pourraient nous aider dans l'entreprise. Essaye de ne pas nous faire passer pour un monstre. Là. Les bras. Oui, c'est ça. Mais c'est très aidant de savoir, quand on fait un appel avec EQ, que mon collègue pourrait t'aider là-dedans avec la main-d'œuvre, mon collègue pourrait t'aider dans le financement. Ça nous a vraiment beaucoup permis dans la gouvernance d'avoir peut-être une solidité, une meilleure assise, je dirais. Un stress de moins, sachant que
EQ a une bonne molécule autour d'eux pour les contacts. Pour les contacts. Ouais. Bien, merci beaucoup là, de ce partage-là à tous les deux. Très apprécié. Il est maintenant 9h25. On vous avait promis qu'on vous libérerait pour 9h30. Donc, on va maintenant conclure l'événement. Merci à tous au bureau, à la maison, d'avoir assisté à notre événement. Merci Simon, merci Louis d'avoir Plaisir. participé. Je vous rappelle que vous aurez 2 courriels suivant l'événement. Donc, vous allez recevoir un courriel de sondage. Encore une fois, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir y répondre pour nous partager vos commentaires, vos impressions et des demandes peut-être pour des prochains sujets. Ça nous aide à demeurer toujours pertinent pour les entrepreneurs du Québec. Également, un courriel qui va résumer les principaux points de discussion d'aujourd'hui. Dans les prochaines heures, l'événement sera disponible en rediffusion pour écouter peut-être au retour de la garderie avec les enfants. Donc, vous allez pouvoir utiliser le même lien que vous avez utilisé ce matin pour vous connecter. Et en terminant, je remercie PQM, notre partenaire de diffusion, d'avoir rendu cette diffusion-là possible. Mon nom est Audrey Bonin et je vous dis à bientôt.